Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. En 2021, vous pouvez désormais nous soutenir sur Patreon et nous aider à sortir des podcasts avec plus de régularité. Merci à nos premiers contributeurs, Isabelle, Shoshana, Alexis, Lina et Grégoire. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Vision. Je suis Alyosha Boy, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors on a sorti récemment plusieurs podcasts dans un format Vision qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. Aujourd'hui c'est le retour de notre format Focus sur les métiers autour de l'image. Pour rappel, on a déjà sorti plusieurs podcasts dans ce format sur des métiers tels que tireur-filtreur avec Diamantino Quintas, iconographe avec Tess Rimbaud ou bien Simon Baker, directeur de la MEP. On en a en tout cas plusieurs que je vous invite à écouter. Pour celui-ci, je vais discuter avec Pierre Terjman, photojournaliste de 41 ans, qui a commencé sa carrière en couvrant le conflit israélo-palestinien. En 2007, il travaille en France en tant que photographe à l'agence Gamma jusqu'en 2009. Il est ensuite devenu photographe indépendant, notamment pour le New York Times, GQ Magazine et Paris Match. Il y a travaillé par exemple sur les violences post-électorales au Kenya, sur le conflit russo-géorgien et sur le séisme en Haïti survenu en 2010. Il a sorti également plus récemment un journal du confinement publié dans Le Monde. Pierre Terjman a aussi créé Disturb, un média et une communauté créative qui utilise la rue pour présenter des problèmes mondiaux et qui est engagé dans le social et l'éducation chez les jeunes. Intéressant du coup d'avoir un photographe qui a un parcours passionnant, mais qui a également plusieurs casquettes. Nous allons le rejoindre au consulat où se situent les bureaux de Disturb dans le 11e arrondissement. Suivez-moi, on y va. Bonjour Pierre. Bonjour. J'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur toi. Qui es-tu et comment te définis-tu ? Alors, je suis un photographe d'une quarantaine d'années. Je fais ce métier depuis presque 20 ans. J'ai surtout travaillé pendant longtemps sur des terrains un peu compliqués, du conflit ou des gros conflits sociaux ou du conflit un peu partout dans le monde. Je me définis aujourd'hui comme un photojournaliste, mais aussi comme un entrepreneur et aussi comme un patron d'association, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment plusieurs flèches à mon arc. D'un côté, donc, je fais toujours un peu de photo, moins de photojournalisme, mais toujours de la photo. Je travaille quasiment plus pour les magazines. Donc, quand je fais un travail photojournalistique, il est plus pour moi ou pour ma communauté. À côté de ça, je dirige l'association Disturb. On y reviendra, mais voilà, une association. On fait énormément d'éducation aux médias. On fait énormément aussi d'informations dans la rue. Donc, ça me prend aussi pas mal de temps. Et à côté de ça, aussi entrepreneur, puisque de tout ce qu'on fait avec Disturb, en photographie et tout ça, on a développé aussi une structure un peu plus mercantile, qui est un studio de création où on crée des expositions, des expériences visuelles, où on fait de la prod photo, vidéo. Donc ça, c'est avec Benjamin Petit, qui est mon associé et qui est à New York. Donc on est basé à Paris et à New York. Et on développe un peu tout ça avec toute l'équipe. Ok, ça marche. On va rentrer un peu plus en détail justement de Disturb et de tout ce que tu fais. Puisqu'on est dans un format focus, donc un format focus, c'est sur vraiment les métiers autour de l'image. On va parler de tes différentes casquettes. Avant d'arriver au projet que tu as créé avec ton ami et collègue Benjamin Petit, j'aimerais qu'on parle de ton parcours en tant que photographe. C'est ce qui m'intéresse ici. C'est quoi ta formation et comment as-tu débuté ? J'ai pas fait d'études, j'ai arrêté l'école assez tôt. J'ai arrêté l'école, j'avais 16 ans. 16 ans et demi. J'ai travaillé pas mal un peu dans la nuit, j'ai travaillé dans des bars, j'ai travaillé dans des restaurants, j'ai un peu skaté, j'ai un peu roulé ma bille. Et puis à 22 ans, j'ai rencontré des photographes. À l'époque, j'étais à Jérusalem. J'ai rencontré des photojournalistes qui faisaient ce métier depuis déjà un bon moment, des gens comme Jérôme Delay, Patrick Chauvel, toute la clique à l'époque de l'œil public. Donc c'était Samuel Bollendorf, Michael Zumstein, Karim Ben Khalifa. Et en fait, moi, je m'intéressais déjà un peu à la photographie. J'avais un peu photographié à l'époque des potes quand on skatait, tout ça, mais c'était vraiment très léger. Mais je cherchais vraiment un sens et à faire quelque chose. J'ai rencontré ces gars qui m'ont super bien accueilli, qui m'ont transmis leur métier, qui m'ont expliqué comment ça marchait, qui m'ont donné envie de le faire. Puis après, j'ai réussi à intégrer la rédaction d'Haaretz, qui est un journal de gauche en Israël, en anglais et en hébreu. Vu que j'avais un passeport français, ça m'a permis de travailler un peu partout. Ça m'a permis aussi d'apprendre le métier, l'éthique, comment fonctionnait ce métier et surtout comment est-ce qu'on le faisait dans un quotidien. Parce que le travail dans un quotidien ou dans un magazine est vraiment différent. J'ai eu la chance
qui me garde après avoir fait un stage chez eux. J'y ai passé 2-3 ans. Et après, j'ai commencé à travailler pour des agences comme AP auprès de Jérôme Delay, EPA auprès de Jim Mollender, qui à l'époque était un gros patron d'agence sur Géru. Et après, j'ai un peu fait mon chemin. Donc, j'ai quitté Israël. Je suis rentré en France en 2006-2007 pour pouvoir plus me concentrer sur des conflits un peu partout et être un peu plus central. Et puis, j'en avais marre de suivre le même conflit depuis quelques années. Je suis rentré en 2006 en France. J'ai intégré l'agence Gamma, qui à l'époque était encore une grande agence. J'ai été pris sous l'aile de Noël Kidu à l'époque, qui m'a vraiment fait rentrer là-dedans. Et puis, à partir du moment où j'ai été chez Gamma, là, j'ai vraiment pu énormément voyager, énormément couvrir de conflits, de la Géorgie, en passant par Haïti, en passant par les conflits au Moyen-Orient. J'ai quitté l'agence Gamma vers 2013, 2014, non, peut-être 2010 quand ça a fermé. Je suis repassé chez Annie Boula, chez Cosmos, qui était une agence mythique aussi, où j'avais vraiment une affection particulière et pour Annie et pour Alexandra Boula, qui était une grande photographe que j'avais connue. Et là, j'ai pu continuer les révolutions arabes et tous les travaux que j'ai pu faire en Afrique ou ailleurs. J'ai pas eu beaucoup de clients, c'était toujours un peu les mêmes. J'ai un peu travaillé pour Le Monde, mais j'ai surtout travaillé pour le New York Times et pour Paris Match. C'est eux qui m'ont vraiment accompagné dans mon parcours de photojournaliste. Et puis pas mal de choses qui m'intéressaient aussi à côté du conflit. Donc depuis que j'étais à Paris, j'ai toujours essayé de balancer un peu ce que je pouvais faire à l'étranger, avec ici du social, mais aussi un peu de mode, du portrait, voilà, ou des sujets un peu plus légers. Moi, j'ai des influences entre guillemets qu'on a un peu tous de ma génération. C'est-à-dire, moi, j'ai grandi avec une culture de la rue, bien que n'ayant pas du tout grandi dans la rue. Hein. Moi, j'ai grandi à Boulogne, à côté du Parc des Princes, mais j'ai grandi dans une atmosphère ou dans une culture de la rue avec du graphe, du skate, du hip-hop à l'époque, l'idée qu'on se faisait de l'Amérique aussi à cette époque-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a suivi un peu et dans mon parcours photographique, mais aussi dans ma culture et qui m'a permis ensuite de pouvoir aborder plein de choses différentes en photo. J'ai arrêté le conflit il y a 3-4 ans maintenant, 2017, 2018, pour la simple et bonne raison d'abord que j'étais fatigué, j'en avais un peu marre de vivre comme ça, et puis j'ai un petit garçon qui est né il y a 7 ans, et les 3 premières années j'étais vraiment pas là, et j'ai eu envie de changer de fonctionnement, parce que j'avais pas du tout envie d'abord j'avais pas envie de faire ça toute ma vie. Je pense qu'il y a un moment où on est fatigué, et il y a un moment où surtout psychologiquement il faut connaître ses limites, et c'est quelque chose d'ailleurs dont on parle jamais assez, je trouve, dans les festivals photo ou même dans notre métier, qui est toujours un peu tabou entre guillemets, c'est qu'il y a un vrai post-traumatique syndrome après tout ça, et qu'il faut s'en occuper, il faut en être au courant, même qu'on se soigne ou pas. En tout cas, on devrait plus en parler pour que les jeunes en prennent conscience. Et voilà, j'avais envie de faire autre chose. C'est comme ça que j'ai commencé avec Disturb. J'étais rentré de Centrafrique, j'étais assez frustré de pas avoir publié plus que ça, et surtout du je m'en foutisme global de tout le monde par rapport à cette situation qui était catastrophique. Donc, j'ai commencé à imprimer quelques photos à moi, et puis j'ai vu que ça marchait super bien. Donc j'ai tout de suite appelé d'autres copains qui avaient eux aussi fait des sujets un peu partout qui n'étaient pas forcément publiés. C'est comme ça qu'on a lancé Disturb. On va rester un peu dans ton parcours en tant que photographe. J'imagine que tu as construit un réseau d'amis, de collègues importants depuis tes débuts. Quelle a été l'importance des échanges et des rencontres pour toi dans le monde de la photo ? Pour moi, le plus important, c'est la transmission, en fait. C'est-à-dire que sans tous ces photographes qui, à l'époque, m'ont pris sous leur aile, m'ont mis dans leur voiture, m'ont mis dans leur chambre d'hôtel, m'ont expliqué le métier, j'aurais jamais pu faire la carrière. Enfin, je sais pas si on peut parler de carrière, mais en tout cas, j'aurais jamais pu avoir le parcours que j'ai eu dans ce milieu. C'est des gens qui m'accompagnent jusqu'à aujourd'hui, hein, mais ça va, je te dis, de Chauvel ou même des gens comme Jean-François Leroy de Visa pour l'image qui m'ont vraiment permis et de découvrir d'autres photographes et d'apprendre vraiment ce métier et de me challenger par rapport aux autres. Parce qu'il y a aussi quand même une question de challenge et de qui fera la meilleure photo ou de qui sera le mieux publié, hein, on va pas se mentir. Mais comment tu les as rencontrés, ces gens, au début ? Moi, je les ai rencontrés vraiment par hasard, en fait. J'étais barman à Jérusalem, et les mecs venaient dans le bar où je vendais mes coups, et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, vraiment par hasard, quoi. Et c'est vrai que ça a tout de suite matché. Moi, c'était un métier qui m'avait toujours attiré, ou en tout cas fasciné quand j'étais plus jeune. J'ai toujours été très curieux des guerres, voilà, j'étais élevé avec des séries comme L'Enfer du Devoir ou d'autres, tu vois, où voilà, tu voyais la guerre sans vraiment la comprendre, ou en t'imaginant tous ces gens qui allaient la faire ou qui allaient la couvrir. Donc ça, j'ai
eu tout de suite vraiment de la fascination pour ce métier, la manière dont on le faisait, dont il le faisait, et surtout pourquoi, quoi. J'ai vite compris que c'était un métier essentiel et dont on avait besoin dans n'importe quelle démocratie. Est-ce que tu as un moment, une période, un instant qui t'a particulièrement marqué depuis le début de ta carrière de photographe ? Oui, il y a tout ce qui est les révolutions arabes, tout ça, ça a été un moment fort. Et puis, on avait vraiment l'impression de vivre l'histoire au plus près. Après, pour moi, la période la plus forte, ça a vraiment été celle de tout le conflit centrafricain. J'y ai passé énormément de temps et les circonstances ont fait qu'on était très peu de journalistes, que c'était assez facile d'accès pour ceux qui étaient sur zone et que ça a créé un groupe de journalistes sur place, des gens comme Cyril Ben Simon, Michael Zumstein ou d'autres qui étaient sur zone pendant ce moment-là, un groupe très fort et très soudé autour de cette histoire. Et puis, pour moi, j'avais connu des conflits, entre guillemets, conventionnels, mais j'avais jamais vraiment connu la folie, entre guillemets, d'un conflit africain où ça part vraiment en vrille, où ça finit à la machette. Donc, pour moi, c'est vraiment le conflit qui m'a le plus marqué, en tout cas, de toute ma carrière, oui, je pense. On va essayer de mettre des images aussi sur Instagram pour illustrer le podcast, pour que les gens puissent voir aussi en même temps que l'écoute. On va parler, dernière question sur ce métier de photojournaliste qui est quand même assez passionnant. On va parler de son évolution de ce métier. Comment tu l'as perçu ces dernières années, cette évolution ? D'abord, il y a plusieurs paramètres. Les publications se sont énormément amoindries, les budgets aussi pour faire partir du monde, tout ça. Donc ça c'est une réalité. Il y a la réalité aussi de beaucoup de gens qui veulent devenir photojournalistes. Photojournaliste, c'est pas un métier que tu peux faire du jour au lendemain. Se construire un portfolio, construire une crédibilité auprès d'un photo-éditeur ou auprès d'un groupe de presse ou même auprès d'une agence, ça prend du temps. Moi, j'ai toujours dit que le photojournalisme, c'était un peu un sport de riche au début, puisqu'il fallait quand même avoir un minimum d'argent pour acheter du matériel, commencer à voyager ou pas d'ailleurs, puisque souvent, les photojournalistes en devenir s'imaginent qu'ils doivent aller très loin ou prendre beaucoup de risques pour prouver leur engagement dans ce métier, alors que c'est bien plus dur d'aller faire des photos en bas de chez soi et de raconter une histoire en 10 images sur quelque chose d'un peu plus commun que la guerre. La guerre, c'est assez facile à photographier, c'est extrêmement photogénique, il y a des larmes, il y a des flammes, en général les lumières sont plutôt jolies. Donc c'est pas le challenge, il est de rester en vie, de savoir comment travailler, de savoir de donner du sens à son travail, de pas être dans quelque chose de voyeuriste, tout ça, mais c'est beaucoup moins compliqué que d'autres sujets finalement, parfois plus près de chez soi. L'évolution du métier aujourd'hui, elle me fait un peu peur pour plusieurs raisons. Donc la première, comme je t'ai dit, il y a moins de publications, mais d'un autre côté, il y a aujourd'hui avec Instagram, TikTok ou d'autres moyens de se publier et de finalement être son propre média. Donc ça, je pense qu'il y a une vraie évolution là-dessus qui est possible et qui va changer un peu la donne. Là où ça me fait un peu plus peur, c'est sur la perception qu'ont les jeunes de ce métier et de comment on le fait. Je vais pas me faire des copains, mais ce qui se passe en ce moment en France, par exemple, sur les manifestations du samedi, que ce soit avec les Gilets jaunes, que ce soit là avec la loi de sécurité globale et tout ça, moi, ça me met un peu mal à l'aise, en fait. Je trouve qu'il y a trop de monde pour trop peu de demandes et il y a surtout trop de monde où c'est pas trop ce que les gens viennent faire là. Pour moi, les photojournalistes entre guillemets du samedi et du dimanche qui ont un boulot la semaine, qui sont pas publiés, qui sont pas mis en commande par quelqu'un, qui ont pas forcément une démarche journalistique non plus avec les lois et la rigueur que ça demande, m'interpelle un peu parfois. J'ai du mal à voir la limite, ou en tout cas la frontière entre le photographe militant et le photojournaliste. Alors que moi, j'ai jamais été militant, c'est-à-dire que j'ai des sujets qui m'ont tenu à cœur, j'ai des conflits et des sujets dont je me suis emparé, mais j'ai jamais été militant en fait. En tout cas, de la même manière que ce qu'on peut voir aujourd'hui parfois. Et tu vois, il y a 15 jours, après une manif un samedi, je suis allé un peu sur Ansluka ou sur d'autres plateformes, tu vois des milliers de photos qui ne racontent finalement pas grand-chose. En plus, je suis pas mal placé pour le dire, mais moi, j'ai jamais été dans le délire du riot porn ou du war porn, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai toujours considéré qu'on pouvait montrer la guerre, on peut montrer des atrocités sans tomber dans le voyeurisme ou sans tomber dans quelque chose d'un peu cliché par rapport à toutes ces images qu'on peut faire. Et aujourd'hui, on retombe là-dedans, en fait. C'est-à-dire que tu te rends compte que l'important n'est pas de raconter l'histoire, mais d'avoir la photo du flic en feu ou du mec qui va jeter sa pierre ou quoi que ce soit. J'y vois un parallèle avec, quand je bossais dans les années 2000 en Israël, par exemple, le vendredi, t'arrivais à un checkpoint qui s'appelle Kalandia, c'était à l'entrée de Jérusalem, la frontière entre Jérusalem et Ramallah. Et là, tu savais que jusqu'à 14h, tant que les chaînes de télé étaient pas là, les manifestations étaient à peu près calmes. Et dès que les télés arrivaient, que les photographes arrivaient,
ça partait en vrille. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. En plus, avec une perception de la violence qui fausse un peu tout ça. Bon, déjà, les chaînes de télévision en continu, pour moi, c'est vraiment la pire des choses qui puisse arriver à ce métier parce que on est dans une vision et dans une manière de montrer l'actualité qui, pour moi, est complètement biaisée et qui tombe vraiment dans ce truc-là de riot porn. C'est-à-dire que on va pas te raconter qu'il y a 100 000 personnes qui ont défilé, mais on va te faire le focus sur 150 abrutis qui ont brûlé 2 voitures. Ça me rend assez dingue et je trouve que c'est vraiment très malhonnête et que ça donne tellement après de billes aux gens pour nous taper dessus et pour nous critiquer notre métier qu'il faudrait quand même qu'un jour on se remette un peu en question là-dessus. Le problème, c'est que aujourd'hui, ok, d'accord, tu peux être un bon photographe et faire une bonne photo de manifestants ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est pas ça l'histoire. Tu sais, souvent on dit la guerre, c'est plusieurs cercles en fait. T'as la ligne de front et puis derrière t'as les gens qui continuent à vivre normalement, t'as les qui vont chez le dentiste, qui vont faire leurs courses, qui vont se planquer, qui vont essayer de continuer à aller à l'école. Là, ça fait quand même pas mal de temps que je te parle pas de photographes confirmés, des mecs comme Ulrich Leboeuf ou d'autres qui travaillent sur du social depuis longtemps, qui ont une vision, qui vont aller faire les manifestations, mais qui en même temps vont creuser. Pour moi, aujourd'hui, se pointer un samedi après-midi, faire 10 photos de mecs qui jettent des pierres, 10 photos de flics qui riposte à tout ça avec une appréciation de la violence policière qui est un peu faussée parce que on prend ces violences-là comme illustration de ce que peut être des violences policières alors qu'il y a une violence aussi de la part des manifestants, tout ça qui est parfois un peu de tabou entre guillemets à raconter. Mais pour moi, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, si t'es photojournaliste aujourd'hui, c'est de te dire, ok, pourquoi ces gens ils sont dans la rue? Pourquoi ils descendent? Comment ils vivent chez eux? Tu vois? Et ça, finalement, on le voit pas trop parce que la démarche, elle est pas du tout la même parce qu'effectivement, ça peut pas se faire le samedi entre 14h et 18h. Tu vois? Et ça, voilà. Ça, je trouve que ça manque un peu aujourd'hui dans cette jeune génération. Alors, t'as des mecs comme Bobby qui le font très bien. T'as des mecs comme Michael Bunel qui sont des mecs très sérieux. T'as plein de jeunes photographes qu'on suit d'ailleurs chez Disturb. Des mecs comme Marvin Bonner aussi, qui est vraiment un bébé Disturb entre guillemets puisque nous, on l'accompagne depuis un petit moment. Qu'on a interviewé aussi dans le podcast. Ah. Mais il faut sortir de ça, en fait. Et il faut surtout sortir de cette idée que j'ai fait des photos de manif, j'ai pris des risques. Personnellement, je vais pas me refaire des copains, mais moi, tous ces gars que je vois habillés en tortue ninja, avec le gilet pare-balles, le casque presse et compagnie, pour moi, c'est plus anxiogène qu'autre chose, en fait. Moi, j'y vais en chemise, bien visible, avec mon boîtier et ma tête de con, tu vois. Et en fait, je vais pas aller chercher, entre guillemets, une image d'action ou un truc qui va me mettre en danger, parce que je pense que ça ne vaut pas le coup. Et qu'en plus, une fois de plus, à un moment, il faut pas oublier que tout ça, en fait, nous, on a une vraie responsabilité par rapport à la perception des gens de ce qui se passe et par rapport à la perception d'une société comme la nôtre sur des événements aussi graves. Et finalement, quand tu vas chercher le sensationnalisme ou quand tu te montres le bourrichon en me postant des trucs sur Facebook en me disant que c'est la guerre à Paris et qu'on a l'impression qu'on est en Irak, non en fait, ou qu'on est en dictature répressive par la police, non en fait, c'est pas ça la dictature. C'est extrêmement insultant pour les gens qui vivent vraiment la guerre ou qui vivent vraiment dans une dictature. Et je pense que tout ça, c'est se monter le bourrichon pour pas grand chose en fait, parce que si tout le monde travaillait de manière un peu plus sereine, moins collés les uns sur les autres, moins en meute comme on peut le voir, c'est-à-dire tu vois vraiment des meutes se déplacer en fonction des black blocs, en fonction de tout ça. Et une fois de plus, je critique pas c'est pas une critique pour dire qu'il faut pas le faire ou quoi que ce soit, c'est juste que je pense qu'il y a une manière différente d'aborder tout ça. Et photographiquement et journalistiquement en fait. C'est-à-dire que aller chercher l'image du flic avec la matraque en l'air, si tu veux, c'est bien, c'est important, mais si tu contextualises pas tout ça un peu derrière et si tu n'arrives pas à avoir un récit au lieu d'une enfilade de photos de baston, ça perd un peu de son sens et de son propos. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. Pierre, tu as co-créé Disturb, on en parlait au début, qui a d'ailleurs plusieurs appellations, médias, mouvements, communauté, collectif. Qu'est-ce que c'est Disturb finalement? Et pareil, quelle est l'origine de ce projet? Alors, j'ai créé Disturb avec Benjamin Girette à la base et Benjamin Petit, il y a maintenant 5 ans de ça. Une fois de plus, c'est vraiment venu d'une idée toute con, hein. Moi, j'ai rien inventé, hein. J'ai trouvé un imprimeur à côté de la maison qui était super sympa et qui nous a imprimé des photos en grand. On les a collées dans la rue, on a vu que ça marchait, on a appelé pas mal de copains qu'on avait pour venir participer au projet. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé par de l'image dans la rue et de l'information donc gratuite pour les gens. Je me rappelle qu'à l'époque, j'en disais mais vous allez rabaisser le photojournalisme parce qu'il est plus payant et parce que vous le donnez aux gens gratuitement.
gratuitement dans la rue. Bon, c'était les mêmes qui vendaient des photos à 1,50 € à Time, donc ça me faisait bien rire. Ça a été la première partie. On l'a développé un peu partout dans le monde. On a été soutenu par la Fondation Magnum. On a eu des collaborations avec les Nations Unies ou d'autres qui ont vu dans notre manière de faire quelque chose d'intéressant. Une fois de plus, on n'a rien inventé, hein, même en Afrique, le journal le matin, il est collé sur le mur parce que les gens, ils n'ont pas d'argent pour l'acheter et comme ça, ils peuvent le lire. De ça, on a quand même un peu dévié après, c'est-à-dire qu'on a gardé cette fonction informative dans la rue avec le plus gros réseau social du monde, hein, puisque tu es dans la rue, c'est là où quand même tu peux croiser le plus de gens. Sur de l'éducation aux médias, moi j'avais fait pas mal d'éducation aux médias avec Visa pour l'image pendant presque 10 ans, tous les ans pendant une semaine, à faire la semaine scolaire, à aller à expliquer aux jeunes quel était notre métier et compagnie. Et nous, en fait, dès le départ, chez Disturb, on a brandé le nom et brandé un peu le projet de manière à ce qu'il soit un peu cool, attractif et que les gens comprennent qu'on n'était pas là juste pour faire un coup, mais qu'on était sur une vision un peu au long terme. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que les jeunes nous voyaient comme entre guillemets, une alternative aux médias traditionnels et comme une manière de leur raconter des histoires en quelles eux y croyaient. Donc c'était déjà quelque chose de différent par rapport à ce qu'on pouvait connaître dans la presse traditionnelle et aussi avec ce côté un peu cool, entre guillemets, qui faisait que ça les attirait et qu'ils avaient l'impression de faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, Disturb, c'est une association. On est 3-4 à la faire tourner, mais c'est aussi une communauté de photojournalistes dans le monde entier qui nous aident. Et donc, il faut savoir que nous, chez Disturb, on paye toutes les photos qu'on utilise et qu'on paye tout le monde. Donc, c'est aussi une façon à nous de militer pour un photojournalisme plus juste, pour lequel avec lequel les gens vont gagner leur vie. Ouais, c'est une association, c'est une communauté, c'est aussi un réseau, clairement. Et puis, c'est une marque, en fait. Aujourd'hui, Disturb, c'est devenu une marque, c'est devenu un label, si tu veux. On lutte énormément contre le fake news et contre les théories du complot dans les écoles. Donc aujourd'hui, on a une centaine d'interventions par an. On explique notre métier, on colle une affiche dans l'établissement avec les élèves. On a développé des programmes pédagogiques en ligne pour que les professeurs puissent les utiliser. Et on a une manière d'aborder le journalisme et d'aborder notre métier avec les jeunes qui fait qu'on arrive à recréer un dialogue et un contact avec tous ces mômes qui parfois sont un peu perdus. Là, tu parlais de la rue, hein, avec l'utilisation de la rue pour l'affichage de vos photos grand format. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir utilisé l'espace urbain? Et aussi, pourquoi le choix du noir et blanc? Alors, le choix du noir et blanc, il est très simple, c'est que c'était beaucoup moins cher à imprimer et qu'en plus, ça nous permettait justement dans l'espace urbain de casser complètement. En fait, nous, on utilise des 4x3. Aujourd'hui, on fait carrément des in situ, donc on va pouvoir faire des fresques de 15 mètres de long sur 8 mètres de haut. Mais à la base, on utilisait du 4x3 et 4x3, c'est vraiment le format de la pub. Et nous, on voulait se différencier de la pub. On voulait que les gens comprennent qu'on était dans la rue, donc utiliser l'espace urbain parce que c'est le plus grand réseau social du monde et parce que les gens dans la rue, ils ne peuvent pas forcément détourner le regard sur un sujet dont on va vouloir leur parler, bien que nous, on n'a jamais collé une photo où un gamin doit se casser le visage ou quoi que ce soit. Au contraire, on a toujours voulu que ce soit accessible à tout le monde, mais on voulait que la rue soit imprégnée de toutes ces images qui n'étaient pas dans les journaux pour que les gens qui n'étaient plus dans un système d'information quel qu'il soit puissent continuer d'être informés et puissent être attirés. Et le regard attiré, le noir et blanc, quand tu vis dans un monde dans la rue qui est uniquement en couleur sur les affiches et tout ça, tout de suite, ça t'attire le regard. C'est aussi pour ça qu'on a tout de suite mis un logo aussi sur les affiches et une légende pour que les gens comprennent tout de suite ce qu'ils voyaient et qu'ils s'imaginaient pas qu'on était en train d'essayer de leur vendre quelque chose. Et puis, la rue, c'est des possibilités innombrables pour attirer les gens vers ce qu'on veut, mais aussi pour les faire intervenir. C'est-à-dire que nous, quand on colle, maintenant, au début, on collait la nuit, tout ça en catimini. Maintenant, j'avoue, on a collé plus de 2500 posters, on colle la journée. Ça nous permet aussi de dialoguer avec les gens, souvent, qui s'arrêtent en nous demandant ce qu'on fait, quel est le sujet, pourquoi est-ce qu'on fait ça, tout ça. Vous avez toujours l'autorisation des lieux pour coller des photos? On a là maintenant on l'a un peu plus parce qu'on a commencé à développer des partenariats avec des gens qui ont des murs et qui aiment bien notre projet, donc du coup qui nous les donnent. Souvent c'est pour lutter aussi contre les graffitis ou parce que les gens préfèrent avoir quelque chose avec un peu de sens sur leur mur. Non, on n'a jamais vraiment demandé des autorisations, on n'a jamais vraiment dégradé non plus, hein. Nous on n'est pas du vandale, c'est de la colle à l'eau, c'est facile à enlever. Et puis c'était aussi dans la manière de faire, le fait qu'on soit pas invité entre guillemets sur tel ou tel mur définissait aussi nous la rage qu'on avait à vouloir montrer toutes ces images et à marquer le coup. Donc ouais, et puis j'imagine que ça vient aussi de l'univers du skate et du graphe, comme tu t'en parlais avant, de ton parcours plus jeune aussi.
Ouais, de manière, c'est une continuité. C'est marrant parce que je l'ai vraiment mis de côté pendant presque 20 ans en étant photojournaliste classique, entre guillemets, et puis je l'ai retrouvé à 40 ou à 35. Là-dedans, d'abord parce que pour moi, le rapport entre le skate et l'affichage de rue, c'est vraiment le vecteur. Enfin, ça bouge, quoi. Tu vois, il y a vraiment un truc qui passe. On est dans la rue, et puis l'utilisation des murs comme en graffiti, bien sûr, mais aussi comme moyen d'expression urbaine, complètement à l'écart de toute, tu vois, on n'est pas là à louer des espaces ou quoi que ce soit, on se les approprie et après on espère que les gens se les approprient aussi. Ce qui est très marrant d'ailleurs parce que on a pris l'habitude de poster, de coller des photos dans des endroits de manière un peu récurrente. Et aujourd'hui, les gens nous appellent en nous disant mais vous venez plus, est-ce que vous pouvez revenir? De quoi vous allez nous parler la prochaine fois? Donc on n'est pas du tout dans des gens qui veulent nous mettre à l'amende. Au contraire, on est plutôt vers des gens qui veulent qu'on revienne. Ouais, vous créez même des rendez-vous. On crée des rendez-vous et puis c'est dit le skate, ouais. D'abord, on a fait des planches de skate parce qu'on trouvait que c'était cool de mettre des images dessus et que ça faisait un bel objet à mettre au mur et que nous, ça nous permet de soutenir un peu nos interventions et de financer un peu nos interventions. Et ensuite, je pense qu'il y a un rapport direct avec tous ces jeunes. Nous, on fait aussi des journaux qu'on distribue gratuitement. On les distribue dans les skateparks, dans la rue. Et voilà. Et tout ça, c'est des jeunes qui ont, du coup, c'est eux qui sont le plus dans la rue et qui ont le plus accès, entre guillemets, à tout ce qu'on fait. Et c'était important pour nous que ces jeunes-là comprennent nos codes et qu'on soit lisible pour eux. Et la manière plus simple, c'était de s'inspirer de Thrasher ou de... Tu sais, Thrasher, ils vendent plus de sweats que de journaux, c'est comme ça qu'ils vivent. Et puis, ils sont ancrés dans une culture urbaine très forte. Et nous, on voulait s'ancrer aussi dans une culture urbaine pour qu'en fait, notre message, il soit compréhensible par les jeunes de la manière la plus fluide possible. Gérer une association, structurer des projets en pensant au financement, par exemple, tout ça, ça doit être assez différent de ton travail de photographe qui t'a quand même accompagné pendant des années sur le terrain. Comment tu t'es adapté à ça ? Écoute, il a fallu prendre le pli. On a énormément appris. On a une équipe de ouf. Donc l'équipe, que ce soit Laurence Cornet qui travaille avec moi tous les jours, Benjamin Girette et Raphaël Yagobzadeh qui sont plus sur l'association, Benjamin Petit qui lui est à New York et qui développe le bureau à New York. Tout ça, ça fait une petite équipe et on a appris au fur et à mesure. Nous, on savait même pas comment monter une asso. On a un expert comptable qui nous suit. On a aujourd'hui une association structurée, soutenue par le ministère de la Culture, soutenu par le ministère de l'Éducation et le Clémy. C'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup d'administratif, c'est beaucoup de back-office, mais c'est finalement le seul moyen en France, en s'adaptant toujours à cette administration qui est si compliquée et si protocolaire, c'est le seul moyen aujourd'hui de se développer. Après, les tâches sont vraiment bien réparties, quoi. Moi, je suis plus sur un peu le développement et le back-office. Lolo, elle va être sur l'éditorial. Bendo, il va être aussi sur l'éditorial et sur tout ce qui est le développement du web et sur la réflexion de ce qu'on est en tant que média. Et après, voilà quoi. Enfin, nous, on vient tous du photojournalisme, donc on sait se débrouiller avec très peu, faire beaucoup. Et là, nous, on est carrément là-dedans, quoi. Déjà, on n'est pas dans l'attentisme, donc on fait les choses souvent en se disant, ok, d'accord, et puis on verra après comment est-ce qu'on les finance ou comment est-ce que ça se passe. Et puis on a ce drive qu'on a dans le photojournalisme qui est de se dire, ok, d'accord, j'ai pas une grosse pige, mais je vais quand même faire un boulot de qualité et le faire au mieux. Et je pense que ça se traduit bien dans l'assaut et dans ce qu'on peut faire au jour le jour. On en a parlé un petit peu au début de l'entretien. Quel est ton ressenti aujourd'hui par rapport au relais d'information des médias traditionnels comme la télévision ou comme la presse ? La télévision, déjà, quand tu parles aux jeunes et que tu leur demandes s'ils regardent la télé, ils disent oui, on regarde Netflix. Donc la télévision telle qu'on la connaît, Antenne 2, France 3 et Arte, c'est plus pour des gens de 40-45 ans que pour des jeunes. Moi, ce qui me désole, c'est la pauvreté de la qualité de l'information en continu. Donc ça, c'est sûr que c'est un problème. La presse papier, il y a Le Monde, le New York Times, tu vois, au Monde, ils font un travail super. Chez Libé aussi, tout ça, mais ça reste Le Monde, c'est pas une niche, mais Libé, c'est finalement, tu vois, c'est pas non plus un lectorat énorme. Après, médias traditionnels, pas médias traditionnels, ce que les gens voient comme un média ou comme les médias, puisque c'est quand même un gros mot aujourd'hui, les médias, t'as un peu de tout, et puis les gens, ils sont contre les médias comme ils sont contre... tu vois, il y a quelque chose d'un peu irrationnel là-dedans sur la définition de ce que c'est, tout ça. Pour moi, on s'est décrédibilisé ces dernières années. C'est-à-dire que par petites touches, quand même, on a fait tout ce qu'on pouvait pour que les gens ne nous prennent plus au sérieux. Là, les derniers exemples avec Dupont-Ligonnès, même avec
la couverture des Gilets jaunes, la manière dont la presse a parlé de tout ça, surtout à la télé, une fois de plus, c'est catastrophique. Enfin, tu vois, Et puis, nous, on le voit beaucoup dans les écoles, dans les lycées, même dans les prisons quand on intervient ou ailleurs. Les gens aujourd'hui considèrent qu'un journaliste, c'est un gars derrière un plateau télé qui parle avec Bruce Toussaint. Mais ça, c'est un éditorialiste, c'est un gars qui donne son opinion, mais c'est pas un journaliste. Et finalement, cette vision du métier du baroudeur avec sa caméra en train d'envoyer son papier, les gens, elle a complètement disparu en fait. Et c'est un peu dommage parce que quand tu rappelles aux gens ce que c'est vraiment un journaliste et quand tu leur dis non mais ça en fait c'est pas un journaliste. Éric Zemmour, c'est pas un journaliste, c'est un éditorialiste, c'est un mec qui donne son opinion à la télé, c'est un mec qui va commenter l'actualité comme il commentera un match de foot, mais journalistiquement, il n'est pas allé chercher des sources, il n'est pas allé les vérifier, il n'a pas écrit un papier, tu vois, c'est pas la même chose. Donc ouais, moi je pense qu'il faut revenir à des choses beaucoup plus simples en fait. Je pense que le grand public aujourd'hui, et c'est sans aucune prétention ou quoi que ce soit, je pense qu'aujourd'hui les gens, ce qui leur plaît, c'est d'avoir une information claire, nette, et où ils s'y retrouvent en fait. Et si t'as de plus en plus de gens qui se disent que finalement une seule source d'information ce serait pas mal, ce qui serait quand même une catastrophe puisque une seule source d'information c'est vraiment de la propagande pure, parce que les gens aujourd'hui ils utilisent les mots de propagande, tout ça, sans vraiment savoir de quoi ils parlent, parce que on peut pas dire que Le Monde soit un journal de propagande de l'Élysée comme on a pu l'entendre par exemple, tu vois, enfin on n'est pas à la Pravda ou on n'est pas dans un journal turc qui fait les éloges d'Erdogan toute la journée. L'accessibilité à l'information et sortir de ce parisianisme un peu ou de cette prétention que peuvent avoir parfois les journalistes à ne jamais oublier, à ne jamais prendre le lecteur pour un con, mais ne jamais oublier que c'en est un, tu vois, enfin sans vouloir schématiser, parce que je trouve que parfois c'est le cas sur certains trucs, notamment quand t'es sur BFM ou iTélé ou d'autres. Je pense qu'il faut revenir à quelque chose de simple. L'information, c'est il s'est passé X à tel endroit, à tel moment, à cause de ça, ça, ça et ça. Ni de pourquoi, ni de comment, machin. Tu vois, des choses simples. Et ça, c'est ça qui rassure les gens, en fait. En tout cas, l'audience, elle n'a pas forcément envie d'avoir l'avis de X, Y ou Z. Elle, ce qu'elle veut, c'est savoir ce qui s'est passé. Et ça, ce côté un peu dépêche AFP, pourtant assez simple, bah ça, on le perd de plus en plus. Et je pense que c'est ça qui permettra de revenir vers un peu plus de crédibilité et de refaire le tri, une fois de plus, entre qu'est-ce qu'un journaliste, qu'est-ce qu'un militant journaliste. Enfin, je citerai pas de nom et tout ça, mais aujourd'hui, t'as quand même des gars qui se considèrent journalistes, qui ont des Twitter gavés de gens qui les suivent, mais qui sont plus dans un militantisme ou dans un délire anti-gouvernement ou j'allais dire anti-Macron, mais même pas anti-Macron, parce que je pense que n'importe qui serait au pouvoir, de toute manière, ce serait la même chose. C'est le jeu maintenant, c'est comme si on avait oublié qu'une démocratie, ben tu votes pour quelqu'un, tu lui laisses sa chance ou pas, tu peux pas arriver au bout de 2 ans et dire démission ou tu vois. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui cette frontière qu'il y avait il y a encore quelques années, aujourd'hui, elle est en train un peu c'est plus opaque, tu vois. Pour conclure là-dessus, je pense qu'on devrait viser vers un journalisme de meilleure qualité, qui soit plus du journalisme un peu pur de terrain, mieux former aussi les futurs journalistes au monde qui les attend, notamment sur les notions d'objectivité, tout ça, qui sont quand même une grosse foutaise. Enfin, je pense qu'on ferait mieux d'apprendre aux gamins à être honnêtes intellectuellement que de leur expliquer qu'il faut être objectif quand on est journaliste, ce qui ne veut strictement rien dire, encore plus aujourd'hui. Et reprendre un peu le dessus sur le militantisme pour plus revenir à une information pure, claire et extrêmement compréhensible par tout le monde. Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. Avec ton équipe, vous avez créé aussi un studio créatif, vous créez du contenu. Là, on enregistre en ce moment même, je l'ai dit dans l'intro, dans un espace qui s'appelle Le Consulat. Tout à fait. D'où les petits sons, mais ça vit, c'est bien, il y a une ambiance derrière. Oui, il y a un peu d'ambiance derrière, c'est Noël en plus. Peux-tu nous parler un peu plus en détail de ces 2 projets ? Alors, en fait, nous, on a découvert le consulat. Bon, déjà, Lionel Bensemoun et Gypsy Ferrari, qui s'occupent du consulat, sont des personnes qu'on connaît depuis longtemps. Moi, Lionel, je le connaissais de l'époque où il avait le Baron et des boîtes de nuit à Paris. En plus, sa gamine était à l'école avec mon gamin à l'époque, donc on se connaissait
Et puis, ils ont lancé le premier consulat dans le 9e, il y a 4 ans à peu près. Et Gypsy nous avait découvert dans Néon, je crois qu'on était passé dedans, et nous avait contacté en nous disant « Ah, on aime bien ce que vous faites, est-ce que ça vous intéresserait d'intervenir ?» Donc, ils nous avaient invités à venir coller dans leur consulat, donc un premier lieu éphémère qu'ils ont eu dans le 9e. On s'est tout de suite très bien entendu et il y avait plein de valeurs dans les valeurs du consulat qui matchaient bien avec les valeurs de Disturb, notamment sur l'environnement, mais aussi sur le rapport avec les femmes, le rapport avec la vie en général et cette manière d'aborder des sujets un peu compliqués, mais de manière un peu plus hippie, un peu plus... pas hippie, plus hippie en fait. Tu vois, genre vraiment faire passer des messages au travers de la fête, au travers de choses comme ça. Et puis une recherche de rigueur par rapport au récit qu'on a tout de suite vu avec eux. On a reparticipé à un autre consulat dans le 14e cette fois-ci. Et puis au mois de juillet, je vois que Lionel poste une photo sur Instagram en disant prochain consulat. Je vois Lionel poster ça, je le contacte tout de suite en lui disant ah mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? Il dit bah voilà, ça va être le nouveau consulat comme tout ça, tu veux passer voir? Une demi-heure après j'étais là, on a vu un peu le lieu, lui il nous a dit que ça les intéresserait qu'on fasse un peu de médiation culturelle, qu'on organise des expos dans le lieu, tout ça. Je lui ai dit ok super mais ce serait cool qu'on ait du coup un spot. Parce que nous on cherchait depuis longtemps en fait, on a été pendant des années chez Sylvie Grimbach du 2e bureau qui est ma 2e maman et qui nous a accueilli dans son bureau pendant des années. C'était super. En plus, c'est un bureau qui fait beaucoup de mode et beaucoup de photos. Donc, on avait vraiment notre place, tout ça. Mais on avait envie d'avoir un lieu où on puisse un peu plus s'exprimer, ou qui soit aussi un lieu d'exposition, où on puisse recevoir un peu plus de monde. Et ici, c'était vraiment une opportunité magnifique. On cherchait un lieu depuis longtemps, un lieu éphémère. Lionel nous a dit assez rapidement qu'on pouvait venir et squatter un bureau. Comme tu peux voir, on n'est pas dans un squat, mais on est vraiment installé. Donc, on est là pour encore un an et demi, je pense, jusqu'à ce que cet endroit d'ailleurs devienne un cinéma. Et nous, ça nous permet d'avoir un lieu où on peut recevoir les photographes, créer des expositions, créer des moments, donc des dîners de photographes, des talks, mais aussi d'avoir des lieux où on peut accueillir en résidence des photographes qui voudraient travailler sur des photos, faire autre chose ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est le consulat. On est là depuis le mois d'août et c'est vraiment une super belle expérience. Je pense qu'il y a ça apporte au projet Disturb une espèce de souffle, parce qu'en fait, ici se croisent énormément de gens qui ont rien à voir avec le journalisme. Nous, depuis le début, ce qui nous intéressait avec Disturb, c'était de pas faire un projet qui parle aux photojournalistes, mais de faire un projet qui parle aux autres. Souvent, malheureusement, les projets de photojournalistes, bon, t'as vendu 15 bouquins à tes potes, 2 festivals de photos vont parler de toi, et puis finalement, tu vois... Alors que nous, on a ramené le photojournalisme dans des milieux complètement différents, artistiques, musicaux, mais aussi ici on a des chefs du monde entier qui sont des réfugiés et qui viennent faire à bouffer pour les autres. Tu vois, on a plein de gens et toute cette dynamique, en fait, nous on s'inscrit dedans comme un peu les faiseurs d'informations de tout ça, sans tomber dans quelque chose non plus de militant ou d'excentrique. Et c'est des bonnes énergies, voilà, c'est des bonnes énergies. Nous, c'est une opportunité magnifique d'avoir un lieu comme ça gratuit où on peut, tu vois, on a une grande table, on peut travailler à plusieurs. On a internet, enfin donc ça c'est pour le consulat. Après pour Do Not Disturb, donc notre studio créa, on s'est vite rendu compte en fait qu'il y avait des gens comme les Nations Unies, le World Food Programme, mais aussi le CICR, UNICEF ou d'autres qui nous contactaient de par notre capacité à créer des expériences visuelles dans la rue, ou notre capacité à créer du contenu, ou à avoir un bon réseau de photographes et de vidéastes un peu partout dans le monde accessible. Et du coup on s'est dit ben voilà, l'asso ça peut pas vraiment nous faire bouffer comme on l'espère, parce que c'est une association, parce que voilà, c'est pas une démarche mercantile. Par contre, à côté, avoir une agence qui fasse de la prod photo et vidéo, de la production de contenu et de la création d'expériences visuelles en intérieur ou en extérieur pourrait peut-être permettre de... En fait, tout se rejoint, hein, tu sais, c'est vraiment... c'est un petit puzzle, en fait, dans lequel on a mis plusieurs briques. On a eu la chance d'avoir une bourse à Stanford il y a 2 ans, donc d'aussi réfléchir à des nouveaux moyens de financer tout ça, des nouveaux moyens de... Nous, aujourd'hui, grâce à ce qu'on fait avec le studio de création, on peut faire des trucs avec Disturb où on va pas chercher d'argent, où on demande rien à personne, et où, au contraire, on peut payer des photographes. Tu vois, c'est un espèce de vase communicante et aussi une vraie volonté. Alors ça, c'est peut-être un peu plus ricain comme manière de faire. C'est peut-être aussi grâce à Stanford et ce qu'on a pu faire en Californie, mais c'est de se dire, voilà, on voit un peu plus grand, en fait. On se dit, ben, nous, on a la capacité d'être une identité avec plusieurs facettes, qui est capable de faire plein de choses différentes, qu'on peut regrouper sous une grosse identité et qui va vraiment, l'un va servir à l'autre. Et comment est-ce qu'on fait tourner tout ça? Pierre, on va finir sur une question plus en lien avec la photographie, comme au début de l'entretien. Que conseillerais-tu aux photojournalistes et d'ailleurs aux photographes en général qui débutent aujourd'hui ?
Pour un jeune photojournaliste aujourd'hui, la première chose qu'il devrait se dire, c'est comment je vais gagner ma vie. Mais pas comment je vais gagner ma vie grâce au photojournalisme, puisqu'il ne la gagnera pas. Donc c'est comment trouver une équation entre la photo que je veux faire et celle qui va me faire bouffer. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de pouvoir payer son loyer, de pouvoir avoir à manger, de pouvoir s'acheter un peu de matériel. De réussir à faire 3 sujets par an qui te tiennent à cœur, qui ont du sens, qui sont bien construits, te permettra d'exister plus facilement dans ce milieu que de courir partout pour aller chercher une pige et finalement pas réussir à en bouffer et être frustré. Parce que dans ce métier, tu peux aussi être vite frustré en fait de pas être publié, de pas gagner ta vie ou quoi que ce soit. Voilà, il faut que ce soit clair, que tout le monde le comprenne une bonne fois pour toutes. On ne peut plus aujourd'hui, si on a 25 ans, à moins d'être extrêmement talentueux ou d'avoir la chance de tomber sur le gros lot, de ne vivre que du photojournalisme. C'est pas possible, c'est mathématique, c'est pas possible, il y a trop de monde, il y a pas assez de demandes, enfin tu vois, c'est la loi du marché pur en fait, ça ne marche pas. Donc exister en tant que photojournaliste sur les réseaux sociaux en se créant une vraie audience, et ça chacun peut le faire, ouvrir un compte Instagram, dire voilà, ça c'est ma communauté, c'est les gens auxquels je veux parler, c'est les gens qui me suivent, qui vont me soutenir, essayer de vendre à la presse à côté, mais de se dire que voilà, photographe, c'est pas que aller photographier des guerres, c'est pas que photographier des conflits sociaux, c'est photographier des histoires parfois au long cours qui vont te prendre 1 journée par mois, 2 jours par mois, et le reste du temps, comment est-ce que tu utilises ce médium qu'est la photographie et la technique que tu as acquise pour faire des boulots qui te font bouffer. C'est du corporate. Enfin, tu vois, moi, il y a encore 1 semaine, là, pendant 4 semaines, j'ai fait photographe de plateau. Je l'avais jamais fait. J'étais photographe sur un plateau de ciné pour une réalisatrice que je connais. Ça va me faire mieux bouffer sur ces 6 semaines que si j'avais fait 2 doubles pages dans Match. C'est différent, mais je pense qu'il faut réussir à vraiment se dire que voilà, je suis photographe, j'ai pas besoin d'être que photojournaliste, j'ai pas besoin d'être sur la route 300 jours par an. Il y a des faiseurs d'images, j'en parlais avec Martin Chabanet, là c'est le chef-op avec lequel j'ai bossé, qui est vraiment un bon gars. Il me disait on est des faiseurs d'images, et de l'image, encore plus aujourd'hui, tout le monde en cherche. Tu vois, donc si t'es bon dans ce que tu fais, si t'as un œil, si techniquement t'es au point, trouver du boulot à côté qui va te permettre de bouffer, de mettre un peu de sous de côté pour pouvoir faire tes reportages, c'est faisable. Mais de se dire, ok, d'accord, je vais commencer le photojournalisme en allant traîner dans les rédactions en attendant qu'on me donne à bouffer. Non, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Puis en plus, mais il y a Nicolas Jiménez qui en parlait assez bien dans une interview il y a pas très longtemps, qui disait, voilà, la réalité c'est ça, c'est que en plus il y a moins de facilité à voyager partout, voyager coûte très cher. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu vas passer 15 jours à Erbil. Si tu as besoin d'une bagnole, d'un chauffeur, d'un fixeur et d'une chambre d'hôtel, t'en as pour 800 ou 900 balles le jour. Avant même d'avoir été payé, de te payer toi et d'avoir vendu une photo. Donc ouais, je pense qu'on gagnerait plus à faire 2-3 sujets par an, bien ficelé, bien réfléchi, pourquoi pas en amont avec des photo-éditeurs ou avec des magazines à qui tu proposes des sujets un peu en avance, et le reste du temps sur se concentrer à comment est-ce que je peux gagner ma vie et m'assurer qu'à la fin du mois, je vais pas me dire merde putain là, j'ai fait tous les samedis les manifs et j'ai rentré 150 balles, comment j'ai payé mon loyer. Merci Pierre. Merci à toi. J'espère que j'ai pas cassé des rêves, plombé l'ambiance. Non, mais en fait, on peut pas, je veux dire, je pense que c'est de notre responsabilité aussi, nous qui faisons ce métier dans un certain sens et qui ont un peu plus d'expérience que les autres. Je pense qu'à un moment, c'est notre responsabilité de dire aux jeunes et à ceux qui veulent faire ce métier, ok, on va arrêter de te dépeindre un truc de rêve, on va te dire un peu vraiment comment ça se passe. Donc d'une, que ça va te flinguer la tête si tu fais ça pendant 20 ans et que si tu t'occupes pas un peu de toi. De deux, que tu vas être pauvre si tu sais pas comment trouver de l'argent à côté. Et de trois, qu'il y a des règles dans ce métier auxquelles on ne peut pas déroger en fait. Il y a trop de gens qui prennent ce métier un peu à la légère, et le métier de photojournaliste, c'est un des derniers remparts de crédibilité qu'on a auprès du grand public. Parfois, on est plus crédible qu'un journaliste écrit ou qu'un journaliste qui passe à la télé, et c'est important de garder ça. Et pour garder ça, il faut qu'on continue à travailler dans de bonnes conditions et en faisant les choses correctement. Ouais, merci en tout cas pour tous ces bons conseils. Merci à vous d'avoir écouté ce format focus sur les métiers autour de l'image. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve sur notre Instagram qui est dans la description du podcast. N'hésitez pas à partager justement le podcast, à en parler autour de vous, à nous laisser un commentaire et un avis. C'était Alyosha pour le podcast Vision et je vous dis à très vite. Ciao.